Et puis le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est le cas du solaire, de l'énergie solaire. Alors, l'histoire de l'énergie solaire, bon, un moment important, c'est sans doute les États-Unis entre les années 30 et les années 50. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les années 30, il y a quelques architectes, donc Frédéric Keck en particulier, qui étudient de manière assez précise les technologies de la maison passive. Si vous voulez. En gros, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a une entreprise qui s'appelle Thermopane qui brevette le double vitrage, et donc on définit les principes d'une maison passive très économe en énergie. Au départ, c'est plutôt une technologie élitiste, ça vise plutôt à des riches Américains, ça s'adresse plutôt à des riches Américains qui veulent s'extraire des réseaux urbains, de l'électricité, etc., pour aller construire des belles maisons à la campagne. Mais, chose intéressante, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le gouvernement américain veut économiser le pétrole et l'envoyer au maximum au front, il y a de gros investissements qui sont faits dans le développement de la maison solaire, en particulier au MIT, où on développe une maison solaire avec une physicienne qui s'appelle Maria Telkes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la maison solaire paraît être quelque chose vraiment à la pointe. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire advenir. Il y a tout un discours sur on va faire des maisons solaires aux États-Unis parce que la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis, c'est un grand moment d'inquiétude malthusienne sur les ressources. Si vous voulez, c'est un peu le rapport au Club de Rome des années 70, 20 ans avant. On se dit finalement, enfin les Américains se disent, on a sacrifié nos ressources sur l'autel de la liberté. On a consommé énormément de pétrole, de minerais, etc. pour produire une industrie de guerre et libérer l'Europe de l'Ouest. Et ce faisant, on n'a plus de ressources. Ce qui est faux, évidemment, les Américains ont encore des tonnes de minerais et même de pétrole et de charbon. Toujours est-il qu'il y a vraiment ce discours qui est très très fort dans la sphère publique. Truman met en place une commission Paley qui justement étudie le pic du pétrole et ces questions de manque de ressources dans les années 50. Et donc la maison solaire s'inscrit dans ce moment-là d'inquiétude malthusienne. Il y a tout plein de physiciens du projet Manhattan qui disent on va laisser tomber le nucléaire parce que c'est quand même bien compliqué, c'est bien dangereux, ça risque de coûter cher, de l'uranium on n'en a pas tant que ça, etc. Et qui disent le futur c'est l'énergie solaire et la maison solaire. Et malgré tout, si vous voulez, la maison solaire va péricliter. Alors qu'il y avait vraiment un marché porteur. Dans les années 50, c'est 80% des maisons, alors c'est en Floride, en Californie seulement, évidemment les États les plus ensoleillés, qui utilisent des chauffe-eau solaires. C'est pas forcément des choses hyper high-tech. Il y avait la maison du MIT qui était très high-tech, mais l'essentiel du solaire, c'est des choses basiques. Hein. C'est des tuyaux peints en noir qui courent sur un toit bien exposé. Ça vous permet d'avoir de l'eau chaude pour vous doucher. C'est pas des choses forcément très compliquées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette filière, enfin cette trajectoire technologique qui était extrêmement prometteuse, va finalement sombrer dans les années 50. Alors, c'est en partie, évidemment, ce serait un peu ridicule de dire que c'est de la faute de ce monsieur, mais c'est un monsieur qui s'appelle David Levitt, qui est un promoteur immobilier américain, qui, dans les années 50, explique qu'il a les moyens de résoudre la crise du logement, qui était lancinante aux États-Unis. Il faut savoir que les années 50, évidemment, c'est un moment de forte croissance démographique en Europe de l'Ouest, mais aussi aux États-Unis, retour des GIs, et puis boom démographique. Et donc, il y avait une pénurie de maisons. Et ce cher monsieur Levitt explique que ce qu'il faut faire, c'est appliquer les bonnes vieilles méthodes tayloriennes de rationalisation de la production au bâtiment. Finalement, il se dit c'est absurde de voir que on a si bien réussi pour faire des voitures en masse, on devrait faire la même chose pour le bâtiment, à savoir simplifier les tâches. Et le problème, c'est que pour faire ça, il faut aussi simplifier très profondément le bâtiment et faire des cages à lapins très mal isolées. Et le résultat, c'est que tous les efforts architecturaux pour faire des maisons économes en énergie sont abandonnés et on produit des maisons qui sont invivables en été parce que mal isolées, mal fichues. Et donc, dès les années 50, on établit des climatiseurs en masse dans ces maisons de lotissement américains. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis des climatiseurs, ça crée un pic de demande en été d'électricité. Et ça, les électriciens, ils détestent ça parce que ça oblige à surdimensionner les capacités productives pour répondre au pic. Et finalement, il y a plein de capital qui est inutilisé hors de période de pic. Et donc, les électriciens, que sont General Electric et Insull principalement, vont plaider pour le chauffage électrique. Alors, le chauffage électrique, dans un pays comme les États-Unis, richement pourvu de gaz, de pétrole et de charbon, et de bois aussi, c'est vraiment une aberration parce que vous savez que c'est un très mauvais rendement énergétique. Vous avez l'énergie thermique que vous transformez en électricité, qu'ensuite vous retransformez en énergie thermique avec des pertes sur toute la ligne. Donc, c'est vraiment un très mauvais choix énergétique. Donc ça, c'est un exemple intéressant, c'est de voir qu'il y avait vraiment, me semble-t-il, une trajectoire possible vers des maisons plus efficaces énergétiquement, voire même solaires, voire autonomes. Et à cause de
d'intérêts de promoteurs immobiliers combinés à des intérêts industriels d'électriciens, on arrive à cette aberration qu'est la maison de banlieue toute électrique américaine des années 50-60, extraordinairement énergivore, avec toute une rhétorique en plus de la consommation énergétique. Les Américains de ces années-là, si, mettons, ils avaient seulement la climatisation, ils avaient le droit de coller un petit blason de bronze sur leur maison. S'ils avaient la climatisation et le chauffage, c'était un blason en argent. Et puis si tout était électrique, et souvent d'ailleurs, les maisons de banlieue, à ce moment-là, on s'est rendu, enfin, les électriciens se rendaient compte que c'était au moment où ils achetaient la maison qu'il fallait absolument mettre tout en électrique, tout équipé en électrique, donc le four, le frigo, etc. Alors vous aviez un blason en or, donc il y avait vraiment une très forte propagande pour la consommation d'énergie. Alors, donc, il y avait quelques slides de ces maisons de banlieue construites en masse dans ces années 50-60. Un autre exemple, enfin, dernier exemple sans doute qui me semble vraiment important, c'est le cas de l'automobile. L'automobile individuelle, c'est sans doute le choix technologique qui a vraiment produit ce basculement vers des économies qui reposent sur le fossile, vers l'anthropocène, pour employer le terme maintenant consacré. C'est une technologie qui est extrêmement énergivore, extrêmement délétère d'un point de vue environnemental. Ça a surtout lieu au départ aux États-Unis. Il y a vraiment une particularité américaine du choix de l'automobile. Dès la fin des années 20, c'est pas loin de la moitié des foyers américains qui sont équipés d'automobiles, cette fameuse Forte, alors que en Europe de l'Ouest, même dans les pays riches comme l'Angleterre, c'est pas du tout le cas. On est très très loin d'avoir ces taux de pénétration. Il faudra attendre les années 60 pour avoir des taux de pénétration équivalents. Et ce qui est bizarre, c'est que l'automobile, qu'on a souvent assimilé à une sorte d'amour de la liberté, il y aura vraiment une sorte d'appétence américaine pour l'automobile, solution individualiste qui permet de se déplacer à toute vitesse, etc. En fait, quand on regarde les débuts de l'automobile, ça n'avait aucune naturalité évidente, il n'y avait aucune évidence à ce que l'automobile se développe si vite et si rapidement aux États-Unis. Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'automobile, au départ, c'est une nuisance pour une extraordinaire majorité de la population et un luxe pour une infime minorité de riches. Et ça pose tout un tas de problèmes en termes de à qui appartient la route, à qui appartient la rue, en particulier en ville. Il y a des tonnes de plaintes, de résistances, de pétitions contre l'automobile individuelle parce qu'on estime que c'est vraiment une appropriation par les riches snobs de l'espace urbain. Par exemple, les jeux d'enfants ne sont plus possibles dans les rues à cause des voitures. Dans les années 1900, si vous prenez les grandes villes américaines, c'est un véritable carnage. Il y a des centaines d'enfants qui se font écraser par an. Dans les années 1920, il y a tout un mouvement de lutte contre la violence des automobilistes qui se mettent en place avec d'immenses manifestations. Il y a plus de 10 000 enfants qui manifestent à New York en 1922. Il y a des monuments qui sont érigés aux enfants morts écrasés sous les roues des voitures. Enfin, il y a vraiment une lutte très forte contre la voiture. En France, c'est la même chose. On n'a pas d'études précises, mais il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Thiessé qui a fait un bon travail de compilation de tous les éditorialistes, de tous les éditos, qui sont contre l'automobile en France dans ces années-là. Il y a, tous les journaux, pas tous les journaux, mais la plupart des journaux trouvent absolument impensable l'idée de laisser les rues des villes aux automobiles. Je me souviens d'un article de The Economist de 1911 qui explique on ne peut pas tolérer quelque chose qui sent aussi mauvais, qui fait tant de poussière dans les rues de Londres. C'est absolument intolérable. Et pourtant, The Economist, c'est pas un journal technophobe contre le développement, a priori. Alors, on n'a pas de sondage sur l'automobile, mais on a la Suisse. Et la Suisse, c'est très intéressant parce que vous savez qu'en Suisse, il y a une tradition de référendum d'initiative populaire. Et le canton des Grisons, qui est un canton donc germanophone à l'est de la Suisse, dans les années 1900, interdit la voiture individuelle, en disant ça bousille les routes, donc ça nous coûte cher en termes de réfection des routes et de maintenance des routes, ça pollue, c'est dangereux, et puis ça fait une concurrence indue vis-à-vis des chemins de fer. Or, en Suisse, la compagnie de chemins de fer est nationale. Donc, il va falloir prélever plus d'impôts pour le plaisir de quelques riches Suisses en termes de réfection des routes et de subvention des compagnies de chemin de fer. Et à 10 reprises, le lobby des autoclubs suisses va tenter de casser cette interdiction à travers des référendums d'initiative populaire, et à 10 reprises, ils se font bananer. C'est-à-dire qu'entre 1900 et 1928, 10 fois, les Suisses ont dit non, on ne veut pas autoriser la circulation aux automobiles individuelles sur les routes de notre canton.
Alors, c'est pas un argument technophobe, parce que, je vous ai dit, c'est des arguments essentiellement économiques, et puis aussi la pollution. Mais par exemple, ils autorisent évidemment les camions. Parce que ça, les camions, ça a une utilité manifeste pour transporter de lourdes charges. C'est plus efficace que ce qu'on avait auparavant. Ils autorisent aussi les ambulances, les camions de pompiers. Enfin, c'est finalement l'idée de dire on peut choisir les usages des technologies. Mais assez profondément, je pense que l'exemple de la Suisse montre bien, finalement, si on avait vécu dans une société vraiment démocratique, où la démocratie serait étendue au choix technologique, c'est pas du tout évident que l'automobile aurait eu l'histoire qu'on connaît. D'autant plus que, pour reprendre le cas des États-Unis, aux États-Unis, les routes étaient pas de très bonne qualité, mal entretenues, souvent il y a pas goudronnées, et en outre, aux États-Unis, il y avait un grand réseau de tramways, de tramways électriques. Les États-Unis, dans les années 1900, c'est 35 000 kilomètres de lignes de tramway électrifiées. C'est 5 milliards de voyages par an. Donc c'est vraiment, pour 100 millions d'habitants, donc pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de l'usage des tramways. Donc c'était une technologie qui n'était pas complètement écolo parce que c'est de l'électricité faite par du charbon, mais en tout cas beaucoup plus écolo évidemment que la voiture individuelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la voiture a supplanté le tramway, parce que là on peut parler d'une transition. Pour trouver des tramways aux États-Unis, il faut quand même se lever tôt. Il y en a encore dans quelques villes, mais c'est quand même rare. Il y en a évidemment à San Francisco, à Portland, mais globalement il y a très peu de tramways aux États-Unis. Et alors l'histoire finalement de cette tragédie, parce qu'on peut vraiment voir ça comme une tragédie, elle se passe en plusieurs temps. Bon, premièrement, la voiture est liée au développement de la banlieue, fondamentalement. Et la banlieue est perçue par les élites américaines conservatrices de l'époque, dans les années 1920, c'est Herbert Hoover qui est le président des États-Unis, comme le meilleur moyen de lutter contre le communisme. Si vous voulez, l'enjeu, c'est de transformer les Américains en propriétaires de maisons individuelles. Parce qu'il y a un très beau discours de Herbert Hoover qui dit quand on possède sa propre maison, on a d'autres affects politiques que quand on vit dans des villes mixtes ethniquement et socialement. Et donc, il y a tout un encouragement de la suburbanisation qui est lié à un projet politique beaucoup plus ample et beaucoup plus vaste, qui est de barrer le mouvement socialiste et communiste aux États-Unis. Et l'automobile s'inscrit aussi dans ce contexte-là, parce que l'automobile donc se développe surtout avec Ford, et à ce moment-là, donc cette explosion de la voiture aux États-Unis, elle a lieu grâce au crédit à la consommation. Avant la voiture, le crédit à la consommation, c'était quasiment inexistant. Ou alors ça se faisait de manière complètement informelle, par des milieux, disons, pas forcément recommandables. Ceux qui pouvaient emprunter, c'était des riches pour acheter une maison ou des entrepreneurs pour s'équiper en machines, quoi. Mais globalement, vous ne pouviez pas emprunter pour consommer. Et les grandes entreprises automobiles, Ford et General Motors, vont devenir de grands pourvoyeurs de crédit à la consommation. Et l'enjeu, là, c'est vraiment une forme de mise en place d'une discipline sociale. Parce qu'une fois que vous avez acheté votre voiture à crédit et que vous devez donc payer des traites chaque semaine, vous êtes obligé de gagner une certaine somme par mois, par semaine, par votre travail. Et ce faisant, finalement, les industriels américains réussissaient à résoudre un problème vraiment fondamental qu'ils avaient, qui était celui du turnover dans leurs usines. Avant la crise de 29, à un moment de plein emploi, les ouvriers américains étaient en position de force, en particulier les ouvriers qualifiés qui travaillaient dans les usines automobiles. Ils avaient des hauts salaires et, ça c'est les historiens du travail qui ont bien montré ça, il y avait dans le monde ouvrier qualifié ce qu'on appelle une culture du suffisant. C'est-à-dire que finalement ces hauts salaires, contrairement à la théorie économique néoclassique, ça n'incitait pas à travailler davantage pour gagner toujours plus, ça incitait à moins travailler, parce qu'une fois que vous aviez finalement l'argent nécessaire pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, vous arrêtiez de travailler. Ce qui fait que les ouvriers qualifiés avaient une fâcheuse tendance à l'absentéisme, à pas forcément venir travailler le lundi matin, etc., ou à changer d'employeur quand le patron enquiquinait, le contremaître était un peu enquiquinant. Et pour Ford, c'était un vrai problème, parce que vous savez que c'est Ford qui a introduit les méthodes de production à la chaîne, et Ford avait un mal fou à trouver des ouvriers pour aller travailler à la chaîne, sachant que c'était un travail assez abrutissant. Il y avait une statistique où, en gros, il fallait qu'ils trouvent 9 ouvriers pour en récupérer un seul à long terme, quoi. Donc il y a vraiment un gros problème de turnover. Et donc, si vous voulez, la voiture, la mise en place du crédit à la consommation qui est étroitement liée à la voiture, c'est vraiment un formidable moyen de discipline sociale et de discipline sociale par le consumérisme. L'autre moment finalement qui fait qu'on quitte ce système de transport collectif,
Alors c'est moins fondamental, mais c'est une loi qui est intéressante parce que c'est une loi antitrust. On pourrait imaginer que les lois antitrust, c'est bien, hein, pensez à Google, Amazon, Facebook et autres, hein, fameuses GAFA, il faut casser les trusts. Sauf que là, en l'occurrence, ça a eu une conséquence assez désastreuse parce que, donc en 1935, il y a une loi qui s'appelle le Wheeler and Rayburn Act, qui casse les grands trusts électriques. Donc General Electric et Insull sont obligés de vendre leur compagnie de tramway. Alors autant les compagnies de tramway pouvaient faire sens dans un vaste conglomérat industriel pour lisser les pics de demande d'électricité, dont je vous ai déjà parlé, autant pris individuellement, chacune de ces compagnies de tramway était déficitaire. Ce qui fait qu'elles vont être rachetées à vil prix par General Motors, Firestone et Standard Oil. Et vous imaginez, en particulier par Sloan, qui est le PDG de General Motors, qui est finalement l'homme de l'ombre de cette affaire-là. Et vous imaginez bien pour ces trois entreprises, donc le pneu, la voiture et le pétrole, leur but, le cœur de leur business model, c'est pas de faire du transport collectif électrique. Et donc, ils vont s'employer à saboter le système de tramway, à le remplacer par des bus à essence, à ne pas entretenir les lignes ou à les fermer purement et simplement pour accroître leur marché automobile. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est un exemple aussi qui est intéressant. C'est un peu parallèle au cas de la maison solaire et au passage du standard tout électrique. C'est qu'on voit bien que le monde technologique dont on hérite, c'est pas un monde qui répond à une forme d'optimalité, parce que je pense sincèrement que la voiture était absolument pas le choix optimal. Il y a des textes des années 1910 qui font penser à Ivan Illich ou à André Gortz avant l'heure, disant mais la voiture individuelle va ralentir à terme le déplacement. On va aboutir à une situation sous-optimale, parce que évidemment les embouteillages, c'est un problème qui est évident tout de suite. Et puis c'est aussi donc un monde très émetteur de CO2, très énergivore, qui est construit parce qu'il y a des intérêts bien présents, si vous voulez, des intérêts particuliers, des intérêts non pas généraux, mais des intérêts industriels et économiques tout à fait particuliers. Est-ce que, juste peut-être, oui. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais oui, ça veut dire aussi que ces moments-là de transition, enfin pas de transition justement, mais d'addition énergétique sont aussi des moments de lutte socio-économique, de friction profonde, et que finalement on oublie trop souvent ça dans cette histoire-là. Oui. Alors ça, c'est un point vraiment hyper important, c'est que, si vous voulez, si vous prenez les grandes technologies de l'Anthropocène, les grandes technologies émettrices de CO2, les grandes technologies les plus énergivores, vu qu'elles transforment profondément et l'environnement et les modes de vie, forcément, elles ne se sont pas faites dans une forme de croissance et ou plutôt de croyance dans le progrès. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On pourrait imaginer que le 19e siècle a été simplement progressiste et qu'au 20e siècle encore, on était fasciné par les machines et que c'est seulement depuis peu qu'on s'inquiéterait de l'environnement et qu'on remettrait en cause la trajectoire technologique. Ça, c'est une vision qui est entièrement fausse. Je vous ai déjà parlé de l'automobile, énorme scandale, et puis pour autant, ça s'est fait, par des coups de force, par du lobbying. Il y a un livre assez fascinant de Norton qui raconte comment l'automobile a conquis la route aux États-Unis. Ça se fait vraiment de manière violente. On va apprendre aux piétons à traverser la route. On va leur expliquer que la route ne leur appartient pas, que ça appartient d'abord à la voiture. On va pénaliser, par exemple, le fait le jaywalking, de traverser la route là où il ne faut pas, etc. On va apprendre aux enfants à respecter les feux rouges, etc. Vous imaginez toute la mise en place d'une discipline pour que les voitures puissent circuler tranquillement en ville. Ça, évidemment, ça se fait en dépit de plaintes, de luttes. Ce qui est marrant, c'est que les commerçants sont à fond contre l'automobile au départ. Alors que maintenant, dès qu'on met une route piétonne, évidemment, les commerçants râlent, mais en fait, au début du XXe siècle, c'était l'inverse, évidemment. On ferme un quai à la circulation, c'est un drame pas possible. Vous imaginez pas, fermer aux piétons, finalement, l'ensemble de la ville. C'est quasiment ça que ça veut dire, l'automobile dans les années 1900. Donc, évidemment, c'est des moments de lutte hyper importants. Et plus fondamentalement, un exemple qui me semble important et qu'il faut avoir en tête, parce que ça, c'est finalement un acquis historique assez récent et qui n'est pas très connu, c'est que l'environnement est hyper important fin 18e, début 19e siècle, au moment de la révolution industrielle. Que l'environnement, à ce moment-là, c'est d'abord un concept médical. L'environnement, c'est le meilleur concept qu'ont les médecins pour comprendre les épidémies. Comment ça se fait que tout le monde va tomber malade au même moment dans cette salle? C'est pas parce que quelqu'un nous aura refilé un microbe qu'on se sera transmis les uns les autres. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'environnement, dans la qualité de l'air, dans la qualité des eaux, dans ce que les médecins appelaient les choses environnantes. Ils ont employé un terme latin, les circumflussa, les choses environnantes, tout ce qui nous environne et qui détermine notre santé, et même au-delà, la santé de la population, le nombre de la population et même la forme des corps. Parce qu'on s'inscrit encore dans une pensée qui est transformiste. Pensez à Jean-Baptiste Lamarck qui explique qu'on transmet les caractères qu'on acquiert à notre descendance. Donc il y a cette idée que l'environnement transforme profondément les corps, qu'on transmet
ces transformations à nos descendants. Et si vous voulez, une altération de l'environnement, ça a vraiment des conséquences absolument dramatiques dans la pensée de personnes du XVIIIe siècle. Deux petits exemples. En 1732, il y a un monsieur qui s'appelle George Chain, un docteur anglais qui s'appelle George Chain, qui a écrit un livre qui s'appelle The English Malady. Alors cette maladie anglaise, c'est le charbon. Il explique que toutes les constitutions, donc toutes les caractéristiques de santé de la population anglaise sont altérées à des kilomètres à la ronde autour de Londres, parce qu'en Londres, on brûle beaucoup de charbon pour se chauffer. Et que ça produit un désastre sanitaire. Un autre exemple que je trouvais frappant, c'est un médecin rouennais, en l'occurrence, qui critique la police de Paris en disant, c'est un peu, enfin, j'aurais dû vous expliquer d'abord que la police, à la fin du XVIIIe siècle, la police, voilà, ce qu'on appelle la police, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec la police de nos jours. La police, à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment une institution urbaine. Elle s'occupe de l'environnement urbain. Elle s'occupe de tout ce qui a rapport à la ville, en particulier de l'environnement. Et dans les traités de police de la fin du XVIIIe siècle, on trouve plein de références à la santé de la population, à la qualité des airs, qui s'inspirent d'un médecin grec qui s'appelle Hippocrate, qui expliquait justement, qui avait déjà étudié les conséquences, enfin, le lien entre environnement et santé. Et donc ce médecin rouennais explique que la police parisienne ayant mal fait son boulot, on a fait de Paris le peuple le plus maléficié, le plus tordu, le plus bossu, le plus moche de la Terre, parce que la police parisienne a mal géré l'environnement, et ce faisant, elle a produit cette dégénérescence de la population. Donc l'environnement, c'est hyper important. Et malgré tout, le charbon, l'industrie chimique, ça s'est développé, on a produit en masse par des méthodes extrêmement polluantes, en dépit, si vous voulez, de cette conscience environnementale très forte et de cette inquiétude environnementale très forte. Donc ça, forcément, ça a fait plein de luttes. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les usines chimiques au début du XIXe siècle. À chaque usine chimique, vous avez des tonnes, des centaines de pétitions, souvent signées par des médecins, qui expliquent que si vous, préfet, vous autorisez cette usine, vous allez produire la dégénérescence de la population dans le quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est massif. C'est un point important, c'est que c'est pas une sorte de conscience qui serait réservée aux élites, non, c'est un truc hyper massif, hyper général. Ça, c'est un point important, c'est qu'on a tendance à penser aux résistances contre la technique comme si c'était quelque chose qui était assez élitiste, assez marginal. Ce serait dans les milieux romantiques au XIXe siècle, les milieux anarchistes à la fin du XIXe siècle qu'on aurait pensé la technique, qu'on aurait cassé les machines, etc. Non, en fait, si vous voulez, ce basculement-là, vers les fossiles, il a fait l'objet de résistances protéiformes, multiformes, et la bourgeoisie d'ailleurs était très divisée dans cette affaire-là. Parce qu'il y avait d'une part la bourgeoisie industrielle qui voulait produire de manière plus efficace en utilisant parfois des énergies fossiles ou en faisant des réactions chimiques dégueulasses. Et puis il y avait la bourgeoisie urbaine qui possédait des bâtiments dans les grandes villes, à Paris en particulier, qui n'avait absolument pas envie d'avoir une usine qui puait juste à côté de chez elle. Donc forcément ça a créé énormément de conflits et de luttes. Oui, ça c'est vraiment un point important.